Salut les jeunes, vous voulez en apprendre plus sur un sport de brute? Ouais. Un truc de bourrin? Ouais. Un truc de malade? Ouais. Ah bon, on va parler de danse. Bonjour et bienvenue dans l'Esprit est fort. Aujourd'hui, cette émission sera pour toi. Toi qui n'utilises les pointes qu'avec ceci et toi qui ne bouges que sur la Macarena. Parce qu'on va parler de danse classique. Un épisode captivant. On va voir ensemble d'où est-ce que ça vient, puis vous pourrez suivre le parcours pour devenir danseur étoile. Et pour les plus téméraires d'entre vous, vous allez pouvoir assister à une démo. La danse classique, ou ballet, est un dérivé du mot italien balletto, qui signifie danse. Car oui, notre histoire commence pendant la Renaissance italienne, une époque qui succédera au Moyen-Âge. On y redécouvre la philosophie, les sciences, les arts. Déjà bien présente à la cour d'Italie, c'est à travers les mariages que ce style allait être le plus populaire. Et c'est en 1533 que l'élément déclencheur allait arriver. Catherine de Médicis allait pécho Henri II, le futur roi de France. Le couple allait ramener en France toute cette culture et imposer la danse comme marqueur social. Quand on est bien né, on ne commence pas une danse sans une révérence. Au XVIIe, Louis XIV a fait exploser la popularité de la danse classique à la cour. Il faut dire qu'il adorait ça. Il a participé à 40 ballets, 80 rôles. L'un d'eux lui restera collé à la peau et lui vaudra son surnom qu'on connaît tous, le Roi Soleil. Il faut dire qu'avec lui, il avait la All-Star Team. Lully à la musique, Molière au théâtre et un certain Pierre Beauchamp pour la danse. Pierre Beauchamp, c'est pas un touriste, c'est un peu le maître Yoda de la discipline. Avec l'appui du roi, il créera l'Académie royale de danse qui deviendra le célèbre Opéra national de Paris, à ce jour le plus vieux au monde. Il sera aussi un pionnier du mouvement et à la base d'une sorte de solfège de la danse. En route pour le 18e, sous l'impulsion de Jean-Georges Noverre est créée la forme de ballet qu'on connaît aujourd'hui. Le ballet moderne, le pantomime. À partir de là, moins d'explications, moins de paroles. C'est le corps qui va exprimer les sentiments et les actions. Allez, plus sérieusement, même s'il y a beaucoup d'interprétations, il y a aussi de véritables sens aux gestes. Oh, merci madame. Oh, c'est peut-être un peu beaucoup là. Je le jure. Non, il faut qu'elle se calme. Ah oui, carrément, elle veut qu'on se marie là. Bon, on va la laisser tranquille, hein. Visiblement elle va pas bien. Pour la prochaine révolution, on fait un bond en avant. Et on arrive en 1823 avec l'apparition des pointes. À partir de maintenant, la danse est beaucoup plus aérienne, beaucoup plus technique et aussi beaucoup plus dure pour le corps. C'est à cette époque que naîtra ce qui deviendra le symbole ultime de tout cet univers. Le tutu. Le tutu fut créé pour représenter le sylphide, un esprit de l'air. Il fallait donc des vêtements souples et légers. Tout le contraire de ce que portaient les femmes à cette époque. C'est aussi une révolution sociale, car avec ce costume, le corps de la femme se montre. On voit les bras et même les jambes. Bref, avec tout ça, les rôles s'inversent et c'est maintenant la femme qui devient centrale dans la mise en scène. Malgré tout, vers 1850, les Français disent du ballet au ballet, mais ballet patte pour les Russes. Là-bas, ils battent les records, grâce à des opéras comme le Kirov et le Bolchoï. Les Russes arrivent à donner une seconde jeunesse à ce style vieillissant, un peu classique. C'est d'ailleurs de là que vient le terme danse classique. Chez les soviétiques, dans les années 30, ils sont au top, même si le parti impose du réal social soviétique. Ivan, Fossi, Bogdan, marteau. et maintenant,
De l'autre côté de la planète, chez l'oncle Sam, la popularité est un peu plus tardive, mais elle viendra. Et maintenant, à notre époque, c'est carrément quelque chose de reconnu quasiment partout sur la planète. Bon ok, mais sportivement, c'est un truc vite fait là? Ou c'est un truc de bourrin? C'est carrément bourrin. Pour vous donner un exemple, le ballet Cendrillon dure 2h50, avec 35 portées pendant 7 minutes non-stop pour certains danseurs. Pour être prêts lors du jour J, ils vont enchaîner entraînement, cours de danse, répétition pendant des heures. Ça va demander une préparation impeccable, autant technique que musculaire. Car évidemment, l'effort ne doit jamais se ressentir. Aucun bruit, aucune grimace. Faut que ça semble facile pour le spectateur. Mais comment arriver à devenir le meilleur, le danseur étoile? Bon, c'est finalement assez simple. Non, en fait, c'est hyper chaud. L'entraînement va commencer autour de 8 ans. Et déjà, pour préparer à la difficulté, certains enfants sont carrément envoyés au Tchad. Bon allez les gamins, en face ils sont 200, faut y aller à fond. Mais chef, j'ai même pas de flingue. C'est pas grave, t'as les cartouches. Allez les gars. Mais non, pas le Tchad. Le Tchad, classe horaire aménagée danse. Mais si on prend l'exemple de l'Opéra de Paris, l'un des plus respectés du monde, il va falloir répondre à certains critères. La ligne doit être absolument pure, de dos également. La longueur des tendons, ça c'est absolument nécessaire pour le plié du danseur, car c'est ce qui va toute sa vie lui servir, aussi bien pour les pointes que pour le saut, c'est le décollage et l'atterrissage. Le pied en fera repasser, qui fait que ici la ligne est coupée de la jambe. Il faut qu'une enfant à cet âge soit excessivement souple. Alors cette jambe, elle est légère et elle va où je veux. Hanche. Voilà, le critère des garçons est un petit peu le même, sauf qu'évidemment, il faut que la musculature soit plus puissante et plus forte, que les épaules soient bien établies, le cou, et alors là, c'est la souplesse des reins par contre chez le garçon. Vas-y, allez, la tête sur les genoux, en arrière, jusqu'au bas, vas-y, pousse. Voyez-vous, toujours même esthétique, 11 ans, 13 ans, ça deviendra comme ça. Là où certains voient de l'unité, d'autres comme l'anthropologue Perrault Nguyen Phac parlent plutôt d'exclusion liée au physique. Et pas que technique, jusqu'à peu il n'y avait même pas de ballerine de couleur. Là, on voit un danseur noircir ses chaussures pour coller à son teint de peau. Mais les mentalités évoluent et la couleur rentre de plus en plus à l'opéra, grâce à plein d'artistes, notamment comme Misty Copeland et même la création des Black Ballets. Mais revenons au sujet, vous venez d'être accepté à l'école. Ta formation va durer des années pour passer de la 6e division à la première. Ouais, un peu comme au foot. Et c'est seulement à ce moment-là que tu vas pouvoir tenter le concours pour devenir professionnel. À l'Opéra de Paris, il y a 154 danseurs. Une fois par an, les places se libèrent, généralement moins de 10. Et c'est ce jour-là que tu vas devoir saisir ta chance. Super, t'es pris! Ah non, c'est pas fini, il y a encore 4 grades à passer. Quadrille, coryphée, sujet, premier danseur. Et seulement là, tu pourras peut-être devenir danseur étoile. À ce niveau, il n'y a plus de concours. C'est pire. C'est le directeur de danse qui propose son poulain au directeur de l'opéra, qui prendra sa décision finale lors d'une représentation. Et histoire de bien garder tout le monde sous pression, personne n'est au courant. Tu peux passer ta carrière entière sans même savoir si tu es dans la shortlist. C'est de la torture mentale. Et vous voulez savoir combien il y a de danseurs étoiles en France? En 2018, 16. 10 filles, 6 garçons. Bon courage. Mais parlons affaires. Et là, c'est pas comme au foot. Déjà, la retraite, elle est fixée à 42 ans et 6 mois. Mais t'auras pas bossé pour rien puisque le salaire fluctue de 1 500 € brut pour les débutants jusqu'à 35 000 € net en fonction de ta notoriété et de ton grade. Si je vous dis Verdi, Wagner ou encore Bach, vous me répondrez Musique classique. Eh bien non Léon, il faut parler de musique savante, comme on voit qui s'étale du Moyen-Âge jusqu'à notre époque. Le classique est un style, mais c'est aussi une de ces périodes. Dans la description, je vous mettrai une petite vidéo qui explique tout ça super bien. Ah oui,
Deuxième info bonus, dans certains opéras italiens, la scène est inclinée de 5 degrés. Ça permet au premier rang de mieux voir. Rappelez-vous Pierre Beauchamp, il n'a pas que créé l'école de danse la plus réputée au monde, il a aussi participé à l'écriture d'un codex de la danse qui fait encore foi 300 ans plus tard. D'où ça vient ça? Oh, c'est chaud. Ok. Ah, je préfère ça. Bon alors, on danse? Non! Ah, je t'ai eu. Découvrez la préparation d'un classique revisité, La Flaque des Cygnes. Position 1. Ok. Position 5. Je vais vous dire où ça va pas. Là, et surtout là. Maintenant, nous allons passer au mouvement. Vous allez me faire un manège, saut de chat, arabesque. Non. Et surtout... Ouais, ça va, hein, c'est bon, hein. C'est pas que ça la danse. Ah ouais? Ouais, même que j'ai un super mouvement, et je vais vous le montrer. Bon débarras. Vous avez compris? On n'y arrive pas comme ça. Ça demande énormément de travail, d'implication. Pour eux, c'est un véritable art de vivre. Gros respect. Et voilà, c'était le nouvel épisode de l'Esprit est fort. J'espère que ça vous a plu. Gros merci à Camille, Dimitri et aussi Gonzale de Gonzale Photographie qui m'ont tous les trois donné un bon gros coup de main. Bientôt, je vais avoir un peu moins de temps pour faire mes vidéos, mais la motivation reste là. Alors, je vous prépare des petites MST que vous prendrez plaisir à partager. Les MST seront des vidéos à mater sur toilette. En tout cas, à la prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas, l'esprit est fort. Yvonne, Marto. Cette fois-ci. Merci.